Bonsoir, chers participants. Bienvenue donc pour ce webinaire sur la CEP et les droits sociaux que Laetitia Schertz va nous présenter tout à l'heure. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Stéphanie Wapaya du secteur des cours et formations en Suisse romande. Et puis là, je vais juste vous présenter le programme très brièvement. Donc voilà, donc vous aurez maintenant une conférence de 30 minutes voilà, sur un survol des droits sociaux. Et ensuite, tout à la fin, vous avez la possibilité, durant une dizaine de minutes, 10-15 minutes, de poser vos questions par écrit. Donc, moi, je me reconnecterai à ce moment-là. On sera les deux avec Laetitia. Et puis, donc, je transmettrai un petit peu vos différentes questions. Elle y répondra. Donc voilà, moi en tout cas, je vous souhaite une belle conférence et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc juste pour information, pour ceux qui n'ont jamais participé à un webinaire, donc vous avez une petite flèche en haut à droite de votre écran et vous pouvez cliquer dessus et vous avez un petit onglet questions. Donc c'est là que vous pourrez écrire vos questions et les envoyer. Et sinon, si vous avez un iPhone ou une tablette, donc, il faut juste balayer l'écran parce que soit vous allez voir la vidéo, donc la caméra, ou alors les slides de la présentation. Voilà, donc je crois que c'est tout pour maintenant. Et donc, moi, je vais juste me connecter avec Laetitia, donc ça risque de prendre juste quelques petites secondes. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Voilà, Laetitia, est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Oui, je te vois, je t'entends. Ah bah, Je ne sais pas du coup si on voit déjà la présentation ou pas encore. oui, alors c'est tout bon. Ben, moi, je vais te laisser la parole. Je te souhaite la bienvenue, Oui. une bonne conférence et puis je te dis à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laetitia Schertz, je suis assistante sociale à la société CEP. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la sclérose en plaques et des droits sociaux. Là, vous voyez une slide avec un petit peu le programme de ce qu'on va parler. C'est vrai qu'il faut savoir qu'en Suisse, on a beaucoup d'aides différentes qui existent, qui sont des fois très spécifiques à certaines situations et en plus des fois qui dépendent des régions pour ne pas simplifier la chose. Donc c'est un petit peu complexe, on s'y perd vite et ça dépend aussi beaucoup des régions. Donc c'est pour ça que je vais surtout parler des assurances sociales qui, elles, sont plus transversales à toute la Suisse. Même si on va parler un petit peu d'autres choses. Donc, on va parler d'abord un petit peu comment fonctionne le système suisse, l'assurance invalidité, un petit peu l'aide sociale, les fonds publics et privés, un petit peu les autres aides qui existent et puis, du coup, comment le conseil à la société CEP, il s'intègre là-dedans. Euh, donc effectivement, je vais parler de, j'ai beaucoup de choses voilà, à vous expliquer, donc ça va être assez dense. Donc n'hésitez pas à visionner quand le webinaire sera disponible en replay, à regarder à nouveau la présentation, réécouter les moments qui vous intéressent le plus ou mettre sur pause aux slides qui vous intéressent peut-être un peu plus. Donc on va commencer justement pour expliquer. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran ou pas du tout. Je crois qu'il y a eu un petit problème. Euh, alors, du coup, est-ce que vous voyez mon écran ou pas du tout? D'accord. Alors, excusez-moi du petit problème technique. Je vais voir comment je peux essayer de faire ça. Alors, Voilà, pardon, il y a juste eu un petit problème technique, donc désolé, hein, on va juste essayer de refaire. C'est vrai qu'on voyait pas tes slides,
Donc, D'accord. C'est vrai que j'ai que partagé ma webcam. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas. Alors, normalement, il y a un petit écran. Je ne sais pas si tu arrives à le visualiser, juste où il y a le micro aussi. Alors, Ah, non, là, caméra alors, et... là, c'est bon. Ah voilà, ça apparaît. Alors, Parfait. Oui, c'est bon. Voilà la présentation. Donc, désolée, je redisparais. Voilà. pas de problème. Désolée du coup pour le désagrément, puis pour le faux départ. Bon, la première slide, vous n'avez rien manqué, je vous rassure, mais si vous voulez la voir, la voici quand même. Du coup, voilà, je vais parler un petit peu plus du programme. Donc, on va commencer justement par regarder un petit peu comment ça fonctionne le système des assurances sociales en Suisse. S'attarder un petit peu plus sur l'assurance invalidité. On va parler un petit peu de l'aide sociale, des fonds publics et privés, des autres aides, puis comment le conseil de la société CEP il s'intègre là-dedans. Et après, on prendra justement un moment pour répondre à des questions que vous auriez. Donc, comment justement ça fonctionne un petit peu le système en Suisse. Donc, au point de vue comment c'est construit, déjà les lois qui nous permettent d'avoir les assurances sociales, se fait au niveau fédéral où il y a la création des assurances sociales et des principes surtout. Ce n'est pas au niveau fédéral qu'ils vont appliquer ce qui est décidé pour les assurances sociales. C'est après les cantons et les communes qui appliquent. Après, ils ont plus ou moins de marge de manœuvre dans l'application de ces lois parce qu'il y a déjà les lois sont plus ou moins détaillées, les normes sont plus ou moins détaillées dans les lois fédérales. Après, les cantons et les communes, ils ont aussi une certaine autonomie où ils peuvent aussi créer des aides ou des assurances sociales étatiques qui répondent peut-être mieux aux besoins de leur région. Par exemple, le canton de Vaud a créé les prestations complémentaires famille. Donc, c'est un revenu supplémentaire qui permet de compléter justement les revenus de familles qui auraient peu de moyens et ainsi vivre de manière plus agréable, en guillemets. Donc, dans l'application, donc des fois, c'est directement des offices des cantons ou des communes qui gèrent les demandes par rapport à leur aide et des choses comme ça. Ou des fois, c'est des mandats qui sont confiés à des associations et des fondations. Donc, vraiment, les associations et les fondations en Suisse, elles ont tout leur rôle à jouer. Et outre des fois reprendre des mandats de l'État, elles complètent aussi l'offre qu'il y a via l'État avec d'autres aides. Par exemple, les cartons du cœur qui préparent des cartons pour les personnes qui ont peu de moyens financiers et qui leur permettent de se nourrir. Donc, le système suisse des assurances sociales, ses buts plutôt, c'est d'abord d'assurer une vie digne pour tout à chacun qui réside sur le territoire suisse. Les situations problématiques sont souvent liées au fait à une précarité qui est liée, financière. Donc, c'est souvent compenser des dépenses supplémentaires, ce que proposent les assurances sociales, ou compenser une perte économique. Pour ce faire, elles se font soit par des prestations en espèces, qui peut être une rente, peut-être, des indemnités journalières, ou alors par une prestation en nature, ce qui peut être peut-être fournir un toit à une personne sans abri ou qui peut être la soupe populaire, par exemple, pour s'assurer que tout à chacun puisse manger. Comme c'est fait, justement, la Suisse a décidé de reconnaître plusieurs risques qui, on imagine, peuvent amener à des situations de précarité ou des situations plus complexes qui peuvent porter un peu atteinte à la façon de vivre. Donc, ces risques reconnus en Suisse, c'est la maladie, c'est l'accident, le chômage, la vieillesse, survivant, famille et service à la nation. Dans ces risques-là, on prend en charge différentes choses à travers différentes assurances, différentes lois qu'on a mis en place et qui elles-mêmes ont leur assurance sociale.
Donc, on voit, par exemple, si on regarde un petit peu la slide, qu'il y a, par exemple, les frais de maladie sont pris, mais on essaie aussi de prendre en cas si ça reste installé, cette maladie, et que c'est un impact, c'est l'invalidité qui pourrait en découler. Il y a plusieurs choses comme ça. La petite chose intéressante qui peut être à noter, c'est que dans le service inhalation, il y a le service militaire, mais techniquement, le congé maternité fait partie du service à la nation et donc dépend des fois un peu des mêmes lois, pas de la loi sur l'assurance militaire, mais de l'assurance perte de gain. Donc justement, chacun de ces risques, il y a plusieurs lois qui permettent de répondre à ces risques et puis qui a donc ses propres assurances sociales. Donc il y a l'assurance maladie qui est la LAMAL, il y a l'AI qui est l'assurance invalidité, l'assurance, la LAA qui est l'assurance accident, l'AVS qui est l'assurance vieillesse et survivant. Voilà, il y en a plusieurs qui ont chacune leur abréviation. Et du coup, quand est-ce qu'on peut faire appel à ces différentes assurances sociales en fait qui existent? C'est déjà que l'un des risques qu'on a mentionné avant se réalise. Quand l'un des risques se réalise, c'est est-ce qu'on correspond aux critères de cotisation? Pour la plupart, voilà, donc pour tous ces risques, la cotisation elle est obligatoire d'une façon ou d'une autre. Donc, en général, ils sont remplis, mais il faut quand même vérifier. C'est correspondre aux critères spécifiques qu'ils pourraient avoir, par exemple un délai d'attente ou des conditions plus spécifiques à une assurance. C'est avoir la nationalité ou le permis de séjour adéquat. C'est vrai que par exemple, pour faire la demande d'une prestation AI, surtout pour une rente, c'est par exemple pour quelqu'un qui aura le permis B ou C, c'est à partir de 3 ans de cotisation. Et surtout, il faut en faire la demande parce qu'aucune de ces assurances sociales est automatique. C'est pas dès que vous tombez malade, on va vous dire que vous avez le droit à ça. C'est aux personnes d'en faire la demande pour pouvoir en bénéficier. Donc, là, avant, j'ai parlé un petit peu des risques qui étaient reconnus, mais il y a des risques aussi qui peuvent mettre les personnes dans des situations précaires, mais qui ne sont pas reconnus à l'heure actuelle par l'État. Par exemple, on sait que le divorce peut être une grande source de précarité, mais ce n'est pas un risque qui est reconnu aujourd'hui, puis on ne nous demande pas de nous assurer pour ça. Donc, pour tous ces risques qui ne seraient pas reconnus, ou en attendant de pouvoir faire valoir notre droit dans un risque qui est reconnu, il y a l'aide sociale qui existe et qui permet de maintenir un lien vital. Mais ça, on va en parler un petit peu plus après. Maintenant, on va juste parler un petit peu plus justement du système de prévoyance en Suisse, de manière générale, comment il est construit. Donc, il repose sur les 3 piliers. Quand on parle des 3 piliers, c'est surtout en matière de rente. Donc, si un jour on a le droit à des rentes. Donc, ça concerne surtout les cas d'invalidité et de vieillesse. Donc, il y a ce premier pilier qui est constitué justement par l'AI et l'AVS, où c'est la prévoyance de l'État. On cotise automatiquement du moment qu'on travaille 1 heure quelque part, on cotise forcément pour cette assurance sociale-là. Et l'idée de ça, c'est de pouvoir couvrir les besoins vitaux si on a besoin de cette rente. Il y a ensuite le deuxième pilier, donc ça c'est la prévoyance professionnelle. Ça, on cotise à partir d'un certain montant qu'on gagne par année, mais maintenant, on peut aussi faire la demande d'y cotiser, même si on n'a pas peint ce montant-là. Ça, c'est censé pouvoir permettre de pouvoir maintenir le niveau de vie qu'on avait avant une éventuelle atteinte à la santé ou avant la retraite, par exemple. Et il y a le troisième pilier qui est ça, une prévoyance individuelle. Donc, c'est les personnes ou c'est tout à chacun qui conclut un contrat avec une assurance ou une banque qui permettrait de venir compléter les prestations du premier et du deuxième pilier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que justement un droit dans le premier pilier, donc une décision en matière d'invalidité ou de vieillesse, par exemple, donne forcément le droit au deuxième pilier et au troisième pilier selon votre contrat que vous auriez fait. Ce qu'il faut faire par contre attention, c'est que c'est pas que forcément les personnes qui ont une rente AI qui ont le droit à une rente deuxième pilier ou peut-être aussi une rente accident, c'est les personnes à qui l'AI reconnaît une invalidité, parce que l'AI, elle rentre en matière pour une rente à partir de 40% d'invalidité, mais le deuxième pilier et l'assurance accident rentrent en matière pour une rente
en dessous de ce taux-là. Donc, des fois, voilà, du moment que là, il reconnaît une invalidité, ça peut vous ouvrir des droits ailleurs. Et voilà, le montant total qu'on pourrait avoir de ces rentes, il ne peut pas dépasser les 90% des revenus qu'on avait avant que le risque se réalise, pour pas que les personnes soient avantagées, en guillemets. Donc, c'est là un petit peu la limite de ce système. Là, c'est justement un petit peu, ça conclut un petit peu cette introduction, voilà, au système suisse, qui peut être assez complexe, et c'est vraiment assez bref ce que je vous explique. Maintenant, on va aborder un peu plus l'assurance invalidité. C'est vrai que c'est une assurance à laquelle une personne qui est touchée par la sclérose en plaques il fera peut-être plus facilement face qu'une autre personne dans sa vie à travers diverses prestations. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que l'assurance invalidité fournit, quel est son but, et puis peut-être d'autres choses auxquelles il faudrait faire attention pour garantir voilà, les meilleures prestations si on devait y faire appel un jour. Donc, l'assurance invalidité, quand on en parle, c'est vrai que ça fait vite peur. C'est vrai que déjà, elle a un nom qui est pas très encourageant. Mais et souvent, les personnes ont cette idée de rente derrière, du fait qu'elles ne pourront plus travailler. Et justement, il faut savoir que ce n'est pas le but de l'assurance invalidité. Le but de l'assurance invalidité, c'est vraiment de pouvoir vous aider et vous accompagner dans le fait de maintenir une activité sur le marché du travail le plus longtemps possible. Même si on s'oriente vers une rente, il faut savoir qu'il y a différents degrés de rente dans l'assurance invalidité, et que même avec une rente maximale, donc une rente maximale, c'est à partir de 70% d'invalidité, c'est fait exprès que ça soit à partir de 70 parce que c'est dans l'idée de toujours pouvoir laisser la possibilité à la personne de travailler si elle le souhaite, qu'elle a la santé qui lui permet de le faire. Donc même avec une rente complète, il y a toujours cette possibilité de travailler. Donc justement, les buts de l'assurance invalidité, c'est d'abord de pouvoir prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité, c'est de compenser des pertes économiques qui seraient en lien avec une invalidité, c'est aider à mener une vie autonome, et la promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc c'est encourager les employeurs à prendre des personnes justement qui seraient en situation de handicap. Pour répondre à ces buts-là, l'assurance invalidité a différentes prestations qu'elle met en place. Donc ce que vous voyez là, c'est juste quelques-unes parmi tant d'autres, parce qu'elle en a vraiment beaucoup. Donc, voilà, il y a les rentes, comme on parlait, il y a les mesures de réadaptation professionnelle, la détection précoce, il y a les indemnités journalières, il y a les moyens auxiliaires aussi. Il y a vraiment plein de choses. Et puis, c'est vraiment dans l'idée que chaque personne peut faire appel aux prestations qu'il a besoin. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le droit à une rente pour pouvoir bénéficier, par exemple, des moyens auxiliaires. C'est vraiment le besoin de quelque chose en matière d'invalidité qui fait foi. Et c'est vraiment adapter les prestations à ce que la personne a besoin. Maintenant, on va parler un petit peu plus des deux portes d'entrée principales, on va dire, dans l'AI. Alors, bien sûr, il y a d'autres prestations. Et puis, les prestations, il faut en faire la demande spécifiquement à chaque fois, comme par exemple pour les moyens auxiliaires. Mais disons qu'il y a deux portes d'entrée principales dans l'assurance invalidité. C'est la détection précoce et c'est le formulaire de mesures professionnelles et de rente. Donc, je vais juste passer, en fait, pendant que je vous explique la détection précoce, je vais juste passer à une autre slide qui fait un schéma justement de la demande de détection précoce, qui sera peut-être, ça vous laissera peut-être plus de temps comme ça de le regarder. Donc, la détection précoce, ça a été surtout construit pour les personnes qui sont en emploi, qui sont actives. L'idée, c'est de pouvoir intervenir rapidement quand il y a une problématique qui se présente. Éviter que la situation se péjore et que la personne, elle puisse, que finalement, elle se retrouve exclue du marché du travail, que ça se complique trop et que c'est pas possible de revenir en arrière. Donc, c'est de pouvoir intervenir rapidement. C'est pour ça que les critères pour en faire la demande, c'est à partir de 30 jours d'arrêt de travail ou ou des jours d'absence répétés sur une année au travail. Le rôle, c'est vraiment de venir voir déjà, de regarder avec vous comment ça se passe, où c'est plus difficile au travail, et puis comment on pourrait faire pour essayer d'enlever ces barrières.
Donc, c'est essayer de voir est-ce que ça serait possible de mettre en place des aménagements qui soient d'horaire ou concrets sur le terrain qui vous permettraient d'éliminer certains obstacles. Par exemple, si le fait de rester assis toute la journée, ça crée trop de douleur, est-ce que par exemple, avoir un bureau qui puisse vous permettre de travailler debout et ainsi de changer de position pendant la journée, ça vous permettrait de vous soulager. Et du coup, l'AI interviendrait pour vous financer ce moyen-là. Est-ce que c'est par exemple autrement que l'écran, enfin la lumière que fait l'écran de l'ordinateur est trop lumineux pour vous et vous créez des maux de tête, alors est-ce que c'est possible d'installer un filtre? C'est vraiment essayer de voir qu'est-ce qui vous permettrait de rester sur le marché, enfin voilà, que ça soit le plus confortable pour vous dans votre place de travail et revenir un petit peu à ce que c'était avant vos difficultés. Malheureusement, effectivement, des fois, malgré toutes les adaptations qui pourraient être mises en place dans le cadre de la détection précoce, c'est pas forcément suffisant. Donc, c'est là justement qu'on va vous demander de remplir ce formulaire, éventuellement de demande de mesures professionnelles, de réadaptation professionnelle ou de rente. Ce formulaire, on peut aussi le remplir nous-mêmes directement, spontanément. On n'est pas obligé que ce soit la détection précoce qui nous demande de le faire. Donc là, je peux aussi vous mettre un schéma qui résume bien ce que c'est une première demande de AI. Et comme ça, pendant que je parle, comme ça, vous aurez peut-être mieux le temps de le voir. Donc, ce formulaire, donc là, pour en faire la demande, il faut avoir une problématique de santé qui crée une diminution de la capacité de travail depuis plus de 6 mois. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est déjà plus installé. Ensuite, par rapport à ça, ce que va faire l'AI, donc c'est effectivement de voir est-ce qu'effectivement dans votre travail c'est plus possible ou est-ce que c'est possible à 60%, des choses comme ça, et de se dire ok, peut-être que si vous êtes maçon, maçon c'est plus possible à cause de tels symptômes, mais est-ce que en tant qu'employé de commerce par exemple, est-ce que ça vous correspondrait? Alors est-ce que du coup, est-ce que l'AI vous accompagnerait dans cette réadaptation professionnelle? Donc, c'est vraiment un peu tout ce cheminement où l'AI le fait bien sûr aussi avec vous. Ce n'est pas un choix qu'elle vous impose, c'est aussi avec vos intérêts et vos possibilités de réadaptation professionnelle. Ensuite, malgré ça, ou si ce n'est pas possible, si même si on change de métier, il y a toujours une incapacité de travail, ou si même en changeant de métier, on n'arrive pas à retrouver la même capacité de travail qu'avant, il se pose alors la question de la rente. C'est pour ça que c'est le même formulaire, c'est parce qu'ils vont forcément d'abord regarder si c'est possible de faire autre chose avant d'aller vers une rente. Et c'est là on regarde du coup pour le droit à une rente. Ce formulaire, c'est aussi possible de le faire quand on n'a pas d'activité lucrative. Typiquement pour aussi les parents au foyer, c'est aussi possible de le faire si réaliser les tâches à la maison, ça devient trop compliqué à cause d'une atteinte à la santé. Parce que les parents au foyer, c'est un vrai métier et du coup, toutes ces tâches que les personnes n'arriveraient plus à faire, ça aurait quand même des conséquences financières sur le foyer. Donc, l'AI prend aussi en compte ces situations-là. Donc, par rapport en matière, surtout, c'est vrai que par rapport c'est dans l'idée de si une fois il doit avoir cette demande de rente ou si une fois, par rapport à l'AI, si on fait appel à ces prestations-là, ce qui est intéressant d'avoir, à quoi il faudrait vraiment faire attention pour garantir des meilleures chances pour la suite, c'est déjà ne pas baisser son taux de travail spontanément, donc sans en discuter avant si c'est la meilleure des solutions dans votre cas et sans forcément en avertir à ce moment-là l'AI. C'est un peu complexe à expliquer, mais c'est en lien en fait avec le calcul d'une rente qui se fait avec votre pourcentage actuel de travail et le pourcentage après votre atteinte à la santé. Donc, c'est vraiment décider c'est ne pas baisser son taux de travail spontanément. Et dans ces moments-là, s'il y a un changement de travail, si ça devient plus compliqué, on vous invite vraiment à nous contacter pour qu'on discute de la situation avec vous et voir qu'est-ce qui est mieux dans votre situation. Ce qui est important aussi, c'est de garder les arrêts de travail, c'est de garder les rapports médicaux
c'est de garder les lettres de licenciement et les certificats de travail que vous auriez. Tout ça, en fait, c'est juste des éléments qui permettent à l'AI de mieux se rendre compte de votre situation, des difficultés éventuelles que vous auriez, et puis comment eux, ils peuvent mieux répondre à ça. Donc, c'est les petites choses auxquelles il faut faire attention et c'est bien de toujours avoir ça en tête. Ensuite, l'assurance invalidité, comme on a vu avant, elle a plein de prestations. Elle n'a pas que voilà, la rente ou la réadaptation professionnelle, elle a plein d'autres choses. Je n'ai pas le temps malheureusement de toutes les aborder avec vous, mais je vais en prendre quelques-unes qui peuvent peut-être être intéressantes pour vous. Donc, une de ces prestations, c'est l'allocation pour impotent. L'allocation pour impotent, c'est une allocation mensuelle qui permet de faire face à des dépenses supplémentaires qui seraient en lien avec un handicap ou les frais supplémentaires qui seront en lien avec les aides que vous auriez besoin. Donc, justement, l'allocation pour impotent, elle est liée au fait que vous avez besoin d'aide pour plusieurs choses. Donc, notamment pour les actes de la vie quotidienne. Donc, les actes de la vie quotidienne, c'est manger, se déshabiller, s'habiller, se déplacer, c'est se doucher, des choses comme ça. Il y a aussi le fait d'avoir besoin de surveillance. Donc, par exemple, que quelqu'un soit présent pour éviter un risque de chute. Il y a aussi le fait d'avoir besoin d'aide pour faire face aux nécessités de la vie. Donc, c'est par exemple aller faire les courses, faire le ménage, des choses de ce type-là. Et il y a aussi le fait d'avoir besoin d'aide pour des contacts sociaux. Et c'est vrai que ce que je n'ai pas encore mentionné, c'est aussi le fait d'avoir besoin d'aide pour des soins qui seraient assez conséquents. Et justement, ça permet à cette allocation de compléter, de pouvoir faire face à ces frais supplémentaires qu'inclurait toute cette aide-là. Il n'est pas, pour avoir l'allocation pour impotent, on n'est pas du tout obligé d'avoir le droit à une rente. C'est vraiment séparé. Il y a des personnes qui ont une rente mais qui n'ont pas le droit à une allocation pour impotent, et il y a des personnes qui ont une allocation pour impotent mais qui n'ont pas le droit à une rente. Bien sûr, il y a les deux, mais il y a des personnes qui ont les deux. Et voilà, c'est le fait d'avoir besoin d'aide qui prime là-dessus. Une autre prestation de l'assurance invalidité, puis qui dépend par contre là de l'allocation pour impotence, c'est la contribution d'assistance. Donc, c'est justement quand on a besoin d'aide, c'est de vous donner les moyens de devenir employeur et du coup de pouvoir engager du personnel privé pour l'aide dont vous auriez besoin. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant dans le sens que ça peut permettre de soulager les proches parce que ça permet de financer des actes qui ne seraient peut-être pas remboursés par des services publics. Ça permet des fois aussi, dans certaines mesures, d'avoir plus d'autonomie, dans le sens que, par exemple, l'aide à domicile, ça peut être assez contraignant parce qu'ils peuvent venir qu'à certains horaires, ils peuvent avoir du retard. Et voilà, suivant vos besoins, ça ne correspond pas forcément. Donc, c'est une occasion, voilà, ça a quand même plusieurs avantages. Par contre, c'est vrai que c'est plus de responsabilité parce que vous endossez le rôle d'employeur et du coup, il y a quand même un petit peu cette gestion, il faut trouver quand même le personnel et puis la gestion administrative derrière aussi. Mais en fonction de ce que vous recherchez, ça peut être une bonne solution. Dans l'assurance invalidité, après, de manière générale aussi quand on est à la retraite, malgré tous les revenus qu'on pourrait avoir dans l'AI ou l'AVS, donc avec les rentes premier, deuxième pilier, voire troisième pilier, des fois, ça ne permet pas d'atteindre un minimum vital. Donc, le but des prestations complémentaires, c'est de compléter les revenus des personnes qui ont un droit AI-AVS pour leur permettre d'atteindre un minimum vital. Ce minimum vital, il faut savoir que c'est le minimum vital le plus haut de toutes les assurances sociales. Donc, c'est le plus confortable parce qu'on estime que voilà, c'est des personnes qui ne vont pas pouvoir faire quelque chose pour améliorer leur situation. Donc, que ça soit la situation la plus confortable des minimums vitaux, en guillemets. Outre compléter les revenus pour atteindre ce minimum, il y a aussi un subset complet pour la prime d'assurance maladie, ainsi que le remboursement des frais médicaux. Donc, c'est la franchise, la quote-part, c'est aussi les frais de dentiste. Et il y a aussi d'autres frais médicaux qui sont pris en charge en fonction de si la situation se présente.
Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les prestations complémentaires, le fait d'être propriétaire n'est pas forcément un frein. Il y a des personnes qui sont propriétaires et qui ont droit aux prestations complémentaires. Et vous avez le droit à des économies de côté. C'est juste qu'à partir d'un certain montant d'économies, on va prendre une franchise dessus. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez des économies de côté, vous n'avez pas le droit aux prestations complémentaires. Le but vraiment des prestations complémentaires, c'est de ne pas faire que les personnes aillent dans une situation précaire et restent dans une situation précaire. Donc, c'est assez intéressant pour ça. Donc, voilà, maintenant, j'en ai un petit peu fini par rapport à l'assurance invalidité, de ce que je voulais présenter. Donc, je vais aborder l'aide sociale. Donc, l'aide sociale, j'en parlais un petit peu avant. Donc, elle permet effectivement d'assurer un bien vital indépendamment du risque qui fait que la situation est plus difficile ou c'est en attendant de mettre en place une autre assurance. Donc, c'est un petit peu ce qui permet voilà, de faire face si à un besoin immédiat ou que, voilà, qui c'est qui pourrait prendre en charge n'est pas clair, c'est vraiment eux, ou des fois en attendant la décision de rentrer, ça peut être eux, s'il n'y a pas de revenus. Par contre, c'est vrai que là, l'aide sociale est beaucoup plus, il y a dans chaque canton, mais les critères donc, pour pouvoir en bénéficier, donc ça peut être, par exemple, là, par contre, dans l'aide sociale, on a le droit à très peu de fortune de côté, ou des choses comme ça, ainsi que le montant, donc le minimum vital, ils sont cantons, voire communal. Donc, c'est toujours difficile à évaluer une situation parce que quelqu'un qui aurait le droit à l'aide sociale dans le canton de Vaud n'aurait pas le droit à l'aide sociale dans le canton du Valais. Il faut aussi savoir que dans certains cantons, l'aide sociale, elle peut être remboursable si la personne un jour n'a plus besoin de l'aide sociale. C'est plus ou moins, enfin voilà, c'est plus ou moins sur certaines conditions. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en considération si on décide d'en faire la demande. Il faut donc pour chaque situation évaluer, disons, si c'est pertinent d'y faire appel. Donc ça peut se faire par exemple en nous appelant nous ou en contactant directement l'office qui gère l'aide sociale dans votre canton, dans votre région ou dans votre commune. Donc c'était juste pour dire voilà qu'il y a quand même en dernier recours ou en premier recours, dans le sens qu'il y a toujours ce filet de sécurité-là qui existe. Malgré, là, on a parlé surtout de choses pour compléter des revenus. Des fois, malgré ces éléments pour compléter les revenus, il y a des grosses dépenses spécifiques auxquelles on doit faire face et que c'est trop compliqué pour la situation actuelle. Donc, par exemple, ça peut être pour un lift, pour pouvoir monter des escaliers, où l'AI ne participerait pas entièrement, par exemple, et du coup, il faudrait compléter la somme, et c'est une grosse dépense. Et à ce moment-là, c'est là qu'on peut faire appel à des fonds publics et privés. Donc, publics, c'est simplement qui sont financés par l'État, et privés, c'est des fonds privés, donc pas des donateurs. Donc, qui complètent effectivement ce qui est remboursé par les assurances sociales ou d'autres prestations. Et chaque fonds a ses critères propres de qui c'est qui peut en bénéficier, sous quelles conditions financières, etc. Donc, et souvent le critère qu'ils ont, c'est de faire la demande avec un service social. Donc vraiment, on vous invite, s'il y a une dépense qui est trop compliquée, alors là, je parlais de quelque chose qui était assez gros comme un lift, mais si par exemple, payer aussi la franchise et la quote-part, ça peut s'avérer compliqué pour certaines personnes, n'hésitez pas voilà, à nous contacter, on regarde dans quelle mesure ce serait possible de faire une demande quelque part et on vous accompagne là-dedans. À la société CEP, on a la chance de pouvoir bénéficier d'un fonds privé qui est donc financé par nos donateurs, qui nous permet quand même d'aider plus spécifiquement des personnes touchées par la CEP dans des besoins qui leur seraient spécifiques. Donc, ce fonds, il est subsidiaire en remboursement possible et les fonds publics, par exemple, si on revient à l'exemple du lift de l'AI, on aurait besoin voilà, que l'AI finance une partie, puis nous, on regarderait pour voir si on peut financer une autre partie. Ou si, autrement, s'il n'y a pas un fonds public qui pourrait d'abord intervenir. Ensuite, ce fonds est surtout là pour les dépenses supplémentaires qui sont liées à la sclérose en plaques ou pour le maintien et l'amélioration de la qualité de vie. Donc, vraiment, on vous encourage à prendre contact avec nous s'il y a une dépense qui va s'avérer trop
compliqué pour y faire face, pour vraiment essayer de trouver une solution ensemble. Donc, voilà, là, on conclut un petit peu les assurances sociales, les fonds, et puis, bien sûr, il existe des tas d'autres aides en Suisse. C'est des aides très spécifiques, on va dire, qui, par exemple, pour les personnes dans certains cantons, pour les personnes qui ont droit à une rente AI ou qui ont un certificat de médecin, ils peuvent bénéficier d'une aide pour les sacs poubelles taxés. Voilà, c'est le subside LAMAL, donc pour l'assurance maladie. Voilà, il y a plein d'aides différentes qui existent. Mais c'est vraiment en fonction de la situation de la personne et ça dépend aussi de la région où elle habite, ce qui existe. Donc vraiment, enfin voilà, j'ai malheureusement pas le temps d'expliquer tout ce qui existe, mais n'hésitez pas voilà, à prendre contact avec nous pour qu'on puisse en discuter. Et justement, c'est là qu'on arrive au conseil de la société CEP, comment nous on s'insère là-dedans. Donc justement, nous on est vraiment là déjà pour vous écouter dans votre parcours avec la sclérose en plaques, pouvoir vous entendre, et puis vous accompagner dans ce processus, c'est pouvoir donner des informations par rapport à votre situation, que ce soit des informations pour le futur, parce que vous posez des questions, ou que ce soit par rapport à votre situation actuelle. Et c'est donc vraiment évaluer votre situation, c'est vous orienter aux besoins vers des structures qui seraient plus adéquates ou par rapport à vos besoins. Et c'est vous accompagner dans ces démarches s'il y a besoin. Et vraiment être présent pour vous. C'est vraiment voilà, quels sont vos besoins, quels sont vos projets, comment on peut vous aider là-dedans ou comment on peut vous orienter à des endroits qui peuvent vous aider pour réaliser ces objectifs. Donc là, ça a conclu justement un petit peu donc notre webinaire. Maintenant, je vais passer plutôt aux questions. Donc Stéphanie va juste pouvoir reprendre un petit peu les commandes et va pouvoir me transmettre les questions que vous aurez. Merci beaucoup, Laetitia, pour ta présentation. Voilà, donc en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, donc là, vous pouvez sans autre poser vos questions par écrit. Donc là, Laetitia, j'en ai déjà reçu quelques-unes. Donc voilà, il y a un participant qui demande quel est le montant maximum des économies pour avoir droit à des prestations complémentaires. Alors, il n'y a pas de montant maximum parce que c'est à partir d'un certain montant, on va prendre une franchise. Donc, si on prend pour une personne seule, parce que ce montant jusqu'auquel après il y a une franchise, il va dépendre aussi de votre composition familiale. Donc, si on prend une personne seule, jusqu'à 30 000, il n'y a pas de problème, en guillemets, pour une fortune. Au-delà de 30 000, pour une personne seule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pourcentage de ces économies et imaginer que la personne se verse un petit revenu par mois là-dessus. Donc, ça va juste venir un peu augmenter, en guillemets, les revenus qu'ils imaginent que vous avez. Donc, c'est pas, il n'y a pas à proprement dit de fortune maximale. Merci Laetitia. Du coup, la question suivante, c'est si cela vaut la peine de contacter l'AI pour avertir de sa situation, même si on ne remplit pas encore de critères pour des prestations ou autres aides. Alors, c'est vrai que l'AI, c'est très lié à une notion du travail. Donc, s'il n'y a pas de difficulté au travail ou comme on parlait dans les tâches ménagères à la maison parce que vous êtes parent au foyer, il n'y a pas besoin de faire appel à l'AI en soi. Donc, le fait, par exemple, quand on découvre qu'on a le diagnostic de sclérose en plaques, il n'y a pas du tout l'obligation de signaler ce diagnostic à l'AI. C'est vraiment que s'il y a une difficulté qui se relève dans un domaine, où là, c'est important de faire appel à l'AI. Quand je parlais avant de ne pas baisser son pourcentage et puis de toujours en discuter avant, c'est simplement par rapport éventuellement au droit à une rente. Là, ça veut dire qu'il y aurait quand même des difficultés sur le lieu de travail si, par exemple, vous travaillez à 100%. Tout d'un coup, avec certains symptômes de la sclérose en plaques, ça devient trop, et puis que peut-être 80%, ça serait mieux pour vous, puis qu'en plus, votre employeur, il serait d'accord, c'est avant de faire cette démarche-là, c'est à ce moment-là,
effectivement de prendre contact avec l'AI. Alors, effectivement, ça ne donnera pas le droit à une rente dans l'immédiat, mais si un jour il y a besoin d'une rente, vous serez dans des meilleures conditions, en guillemets, pour pouvoir l'obtenir. Merci. Voilà, j'ai une autre question où une personne demande si l'AI elle aide pour les recherches d'emploi ou la réinsertion professionnelle. Est-ce que c'est une prestation qui fait partie de l'AI? Alors, c'est une prestation qui fait partie de l'AI pour des personnes qui ont suivi un processus AI. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait, par exemple, la détection précoce et puis que ça, c'est, voilà, ou qui ont fait la demande de réadaptation professionnelle. Et du coup, suite à la réadaptation professionnelle ou même la décision de rente, bah, voilà, en deux, peut-être qu'il n'y a plus l'emploi qu'il y avait avant, ou suite à la réadaptation, il faut trouver un nouvel emploi. Donc, il y a un service d'accompagnement pour ça. Justement au sein de l'AI. Après, il y a aussi certaines mesures qui existent où l'AI confie un mandat et c'est possible de pouvoir faire appel à ces institutions pour bénéficier d'un accompagnement pour retrouver un emploi. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un peu cette condition de manière générale avoir quand même déjà des difficultés de santé. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui n'aurait pas d'emploi mais qui n'a pas de difficultés de santé, c'est pas forcément possible de faire appel à ces services-là. Merci. Voilà, j'ai une autre question. Donc, au chômage, pour mieux être protégé, que faut-il faire exactement? Au chômage, pour être mieux protégé, alors je vais essayer comme c'est une question un peu vaste, je ne sais pas vraiment trop comment y répondre, mais de manière générale, le chômage, disons que ce qui est, enfin voilà, ça, tout à chacun qui ait des problématiques de santé ou pas, c'est mieux de se faire licencier que de démissionner parce qu'il peut avoir un délai, enfin, on peut retenir ça contre vous, justement. Donc, c'est toujours mieux dans ce sens-là. Après, c'est possible des fois de ne pas avoir de conséquences, même en démissionnant, mais il faut vraiment en discuter avant avec votre médecin. Et puis, il faut qu'il y ait un impact voilà, moral et physique pour vous de continuer à travailler là-bas. Ensuite, au chômage en soi, s'il n'y a pas de problématique de santé, de toute façon, c'est de suivre voilà, vraiment ce que vous demande le chômage pour éviter d'avoir à l'humour mais que vous soyez péjoré. Après, s'il y a des difficultés de santé, c'est à ce moment-là, c'est effectivement le chômage, ça peut être un bon moment pour se poser la question de est-ce que du coup, il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait faire pour que je me sente plus à l'aise dans mon travail. Et là, il peut se poser effectivement la question de justement signaler la situation à l'AI à ce moment-là et voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place et puis d'essayer de travailler en collaboration entre le chômage et l'AI. Il faut savoir aussi que c'est possible en étant au chômage d'avoir le droit à des indemnités journalières en cas de maladie. Les conditions exactes pour pouvoir y prétendre dépendent de canton en canton. Mais de manière générale, c'est vrai que par contre, il faut avoir fait un mois total au chômage avant de pouvoir y bénéficier, ce qui fait que ça vous permet de peut-être être, en fonction bien sûr de votre état de santé, de bénéficier à 40% d'indemnité journalière, par exemple, et à 60% d'indemnité chômage, et de pour l'instant chercher un emploi qui convient mieux au fait que vous pouvez travailler qu'à 60%, et puis pas chercher pour des emplois, par exemple, à 100%, alors que vous n'avez pas la santé pour le faire. Mais dans ces situations-là, si voilà, vous êtes au chômage ou que vous risquez de l'être, et puis qu'en plus il y a des complications de santé, vraiment n'hésitez pas à nous contacter, et puis on aborde peut-être votre situation plus en détail. Merci. Donc là, je vais prendre une dernière question. Voilà, donc je suis engagée au 50%, enfin à 50%. Qu'est-ce que ça change, en quoi ça change pour l'assurance perte de gain s'il arrive quelque chose? Donc l'assurance perte de gain.
Donc, en soi, l'assurance perte de gain, ça ne va pas. Donc, ce qu'il faut savoir par contre, l'assurance perte de gain, c'est en cas de maladie, c'est pas une assurance. Donc, ça dépend de ce que votre employeur a convenu, mais ça vaut la peine de s'assurer déjà que votre employeur il en a convenu une. Le fait d'être à 50% ne va pas forcément changer par rapport à ne va pas plus, il n'y aura pas forcément de différence avec quelqu'un qui est à 100%. C'est simplement que vous aurez une indemnité journalière en fonction de votre salaire assuré. Donc, vous avez un salaire assuré à 50%. Donc, ça sera en fonction de celui-là. Donc, ça ne va pas trop changer pour vous. Par contre, c'est vrai que dans la plupart des contrats d'assurance perte de gain maladie, le salaire est couvert à 80% en cas de maladie. Donc, il peut avoir de toute façon une différence de salaire en étant à l'assurance perte de gain que avant quand on travaillait et qu'il n'y avait pas de difficulté. Le fait de travailler à 50%, ça peut être plus problématique envers l'AI, mais ça ne l'est pas du point de vue de l'assurance perte de gain maladie à proprement dit. Merci beaucoup, Laetitia, pour tes réponses. Voilà, donc il y a deux, trois questions encore plus spécifiques. Donc là, je vous invite vraiment à contacter Laetitia ou notre équipe du conseil social. Voilà, donc vous pouvez vraiment appeler notre infoline du lundi au vendredi. Donc c'est ouvert de 9 h à 13 h et vous pouvez appeler au 0844 737 463. Donc voilà, comme tout à l'heure, Laetitia, tu l'as bien mentionné, vous êtes là pour regarder des situations très spécifiques aussi. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire le pas et puis à contacter notre équipe. Voilà. Donc moi, avant de passer au prochain Oui, webinaire, je vais j'aurais peut-être juste juste laisser la parole. Ouais, exact. Désolée, c'est aussi possible si jamais de nous contacter par mail, si c'est plus simple pour vous. Donc, vous trouverez, vous allez sur notre site internet et vous pouvez nous contacter par mail. Et il y a aussi déjà quelques informations sur le site internet, même si effectivement, comme ça dépend vraiment des situations de tout à chacun, comme l'a dit Stéphanie. Puis, comme je vous l'ai dit avant, on vous invite vraiment à prendre contact avec nous, même si c'est une petite question, on y répondra avec plaisir. Merci beaucoup, Laetitia, en tout cas pour ta présentation. Et donc là, juste avant de prendre fin avec ce webinaire, donc on a quelques prochaines dates de prévues. Donc cette semaine, on a encore 2 webinaires jeudi. Donc on a toujours une session hebdomadaire d'automassage et de méditation, donc qui a lieu encore jusqu'à fin juin. Voilà, donc ça c'est le matin de 11h30 à 12h15 et on a aussi plusieurs sessions de renforcement musculaire et d'équilibre qui ont lieu la plupart du temps le jeudi en fin de journée de 17h30 à 18h15. Donc voilà pour cette semaine. La semaine prochaine, on a toujours de la méditation et secours sportif. Et en exclusivité, c'est pas encore sur le site internet, mais fin mai, donc ça sera le lundi 25 mai. On a un webinaire sur la méthode KonMari. Donc, c'est une japonaise qui s'appelle Marie Kondo. Je ne sais pas si vous voyez le livre là. C'est un exemplaire qui s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires et ça parle de rangement, mais il y a une phrase assez clé qui mentionne « Et si pour améliorer votre quotidien et changer votre vie, vous mettiez de l'ordre dans votre intérieur ?» Donc voilà, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter cette méthode en période de confinement, semi-confinement, etc. Et que voilà, on est beaucoup chez nous à la maison. Donc, n'hésitez pas aussi à voir dès la semaine prochaine, en tout cas, ça sera en ligne aussi sur notre programme. Et ben voilà, je vous invite vraiment à suivre l'actualité sur notre site internet. Donc, c'est sous les prestations, cours et formations, et puis vous avez webinaire. Voilà, après, encore pour ajouter, donc ce webinaire, vous pourrez aussi y accéder en rediffusion. Donc, à la fin du programme, vous avez, donc du programme online, vous avez vraiment tous nos webinaires qui sont à disposition et que vous pouvez regarder en tout temps.
Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous aura apporté des, des nouvelles informations. Et puis, ben voilà, on se réjouit de vous retrouver pour un prochain webinaire. Et en attendant, en tout cas, on vous souhaite une très belle soirée. Et merci encore, Laetitia, aussi pour ta présentation.